La Russie est acculée. Ses forces de première ligne échouent et sa machine militaire est à l'arrêt. Une guerre qui devait se terminer par une victoire inévitable se dirige rapidement vers une défaite humiliante. Et les problèmes de Moscou ne s'arrêtent pas là, car quelque chose d'encore plus dévastateur se déroule en coulisses. Un événement pouvant annoncer l'effondrement total de la Fédération de Russie actuelle. L'économie du pays ne s'effrite plus, elle s'effondre complètement. La Russie fait face à une crise de la main-d'œuvre sans précédent et à une récession imminente, alors que chacun de ses indicateurs économiques les plus importants évolue dans la mauvaise direction. L'histoire a prouvé que les pays dans ce genre de situation ne renversent pas la tendance du jour au lendemain. Au contraire, ils endurent souvent des générations entières de difficultés financières, alors qu'ils luttent lentement pour retrouver une certaine stabilité. Le même destin attend Moscou, et tout cela à cause de l'arrogance d'un seul homme, le président russe Vladimir Poutine. Il voulait entrer dans l'histoire comme le plus grand dirigeant que son pays ait jamais eu. Au lieu de cela, il pourrait bien être retenu comme l'homme qui a ruiné la Russie une bonne fois pour toutes. Et même si les fanfaronnades et la vantardise de Poutine les ont souvent éclipsés, les experts économiques tiraient la sonnette d'alarme depuis des années. Ils savaient que cela finirait par arriver. Au moment même où les chars et les troupes russes ont franchi la frontière en Ukraine, un compte à rebours a commencé. Dès lors, Moscou a pris une voie irréversible vers la catastrophe. Seule la durée de ce chemin restait incertaine. Combien de temps avant que les coffres du pays soient vides et qu'ils subissent vraiment les conséquences de son imprudence ? Eh bien, il s'est avéré que le chemin était plus long que beaucoup ne l'avaient anticipé, car la Russie a réussi à s'en sortir plutôt bien pendant les premières années du conflit. Même lorsque la soi-disant opération militaire spéciale s'est révélée bien plus difficile et coûteuse que prévu initialement, Moscou a relevé le défi. Même lorsque les puissances occidentales, comme l'Union européenne et les États-Unis ont commencé à imposer vague après vague de sanctions financières punitives, le Kremlin a trouvé des moyens de les contourner. Même après le retrait de certains pays des accords commerciaux avec la Russie et leur refus de soutenir l'invasion, le pays a tout de même survécu, en s'appuyant sur de nouveaux partenariats et les importantes réserves de son fonds national de richesse pour rester stable et fort. Ainsi, pendant un certain temps, l'économie russe a étonnamment bien résisté, enregistrant une croissance de 4,1% en 2023 et de 4,3% en 2024. Sa croissance annuelle du PIB a dépassé les attentes. Et Vladimir Poutine se vantait régulièrement de la capacité de son pays à résister aux pressions imposées par ses ennemis occidentaux, laissant entendre que la Russie allait de succès en succès, et que le reste du monde ne pouvait rien faire pour l'arrêter. En réalité, les fissures avaient déjà commencé à apparaître. Elles étaient simplement un peu trop petites pour que la plupart des gens les remarquent. Avec l'afflux croissant d'argent dans l'industrie de défense russe, le secteur civil subissait la pression. Les petites entreprises ont commencé à rencontrer des difficultés, étant coupées des marchés internationaux, ne pouvant plus importer les produits et matériaux dont elles avaient besoin pour survivre, ou exporter vers les marchés dont elles dépendaient. Les sanctions ont également eu des répercussions sur la population en général. Les familles russes moyennes, se retrouvant soudainement privées de biens et de services qu'elles considéraient autrefois comme acquis. Même au plus haut niveau, les oligarques et les élites de Moscou ont vu leurs avoirs internationaux gelés et leur immense richesse diminuer. Mais rien de tout cela n'importait vraiment pour Poutine, qui montrait les graphiques économiques comme preuve de la bonne santé de son pays. Les années ont passé. Et tandis que de nombreux experts occidentaux continuaient d'affirmer que l'économie russe était sur le point de s'effondrer comme un château de cartes, Moscou continuait de déjouer ses attentes. Il a longtemps semblé que le pays pouvait agir à sa guise sans craindre de véritables répercussions pouvant l'arrêter. Finalement, cependant, la tendance a commencé à s'inverser, et cela s'est produit rapidement. En 2025, la croissance du PIB de la Russie a chuté de façon spectaculaire. Puis, au premier trimestre de 2026, la croissance du PIB est effectivement passée en territoire négatif. C'était la première fois que cela arrivait depuis 2022, et c'était peut-être le signe le plus clair que l'économie du pays commence enfin à ressentir la pression. Soudain, même Poutine a paniqué, exigeant des explications de la banque centrale et pressant les dirigeants financiers russes de trouver vite des solutions pour inverser la tendance. Mais le cauchemar du président ne faisait que commencer. Au fur et à mesure que 2026 avançait, les indicateurs économiques de la Russie ne faisaient qu'empirer. L'activité économique a diminué mois après mois, et rien que pendant les 3 premiers mois de 2026, plus de 200 000 petites et moyennes entreprises à travers la Russie ont été contraintes de fermer définitivement leurs portes. C'est un chiffre extraordinaire,
Et il ne va faire qu'augmenter, les experts s'attendant à encore plus de fermetures dans les mois à venir. Partout dans les petites et grandes villes russes, y compris dans les plus grands et les plus prospères centres urbains comme Moscou et Saint-Pétersbourg, les rues sont bordées de magasins fermés et d'affiches fermées. Des quartiers autrefois animés par des entreprises florissantes ressemblent désormais à des villes fantômes, avec des portes verrouillées, des vitrines vides et les vestiges poussiéreux de magasins disparus. C'est un spectacle sombre, mais c'est aussi le résultat naturel et inévitable de l'appétit insatiable du Kremlin pour la guerre. Le pays est encore tellement déterminé à poursuivre le conflit qu'il est prêt à sacrifier l'ensemble de son secteur civil pour atteindre ses ambitions militaires. Ses dépenses militaires ont explosé, atteignant 15,5 trillions de roubles, soit 190 milliards de dollars en 2025, et on s'attend à un chiffre similaire en 2026, avec environ 14,9 trillions de roubles dépensés au total. Cela représente 40% de l'ensemble du budget fédéral. Quand on consacre autant de fonds limités à l'armée, il reste peu pour le reste. Infrastructures, services publics, construction, projets de développement, etc. Par conséquent, la Russie est entrée dans un état étrange, presque paradoxal, où elle est capable de lancer littéralement des centaines de millions de dollars de drones et de missiles sur l'Ukraine en une seule nuit. Tout cela alors que des centaines de milliers d'entreprises nationales ferment et que son secteur civil se vide de sa substance. Les entrepreneurs russes font face à une hausse des coûts, des taux d'intérêt en forte hausse, une demande en forte baisse car les Russes ne peuvent plus dépenser autant, et des impôts plus élevés. C'est trop à supporter pour beaucoup, d'où la fermeture de nombreuses entreprises. Le déficit budgétaire du pays atteint également des niveaux sans précédent, et il devrait atteindre jusqu'à 3 000 milliards de roubles, soit 36 milliards de dollars d'ici la fin de 2026. Cela ne peut pas continuer ainsi. Ce n'est même pas soutenable, et même les responsables russes, habituellement prompts à suivre la ligne et à dire à Poutine ce qu'il veut entendre, l'admettent. Par exemple, Anton Tabak, économiste en chef chez Expert ERA, la plus ancienne agence de notation de crédit de Russie, a récemment déclaré « L'économie ne s'est pas refroidie, elle est gelée. De nombreux secteurs claquent déjà des dents. » La Banque centrale russe a également averti qu'une récession n'est plus une perspective lointaine, mais une réalité presque imminente, certains analystes estimant qu'elle pourrait commencer d'ici la fin de l'année si le pays continue de connaître de telles difficultés économiques. Les prévisions du PIB se sont également détériorées, et certains responsables ont même commencé à critiquer ouvertement le Kremlin. Par exemple, Renat Soulimanov, un représentant de la Douma d'État de Sibérie, a récemment accordé une interview franche, déclarant sans détour que la guerre constitue un fardeau insoutenable pour l'économie et qu'elle doit être arrêtée dès que possible. Il est absolument clair que l'économie ne peut pas supporter une poursuite prolongée de la mission d'opération spéciale. Officiellement, 40% du budget fédéral est consacré à la défense et à la sécurité. De quel développement, investissement ou dépenses en capital peut-on parler? Ni chars, ni obus, non de valeur pour le consommateur. L'économie les produit, mais la population ne peut les consommer. Ce ne sont que des dépenses. Soulimanov s'est également plaint que plusieurs régions à travers la Russie doivent retarder ou annuler des projets de construction et d'infrastructure parce que le financement suffisant n'est tout simplement pas disponible. Selon lui, la guerre détourne peu à peu les ressources des investissements essentiels pour la croissance économique à long terme. Même Poutine ne peut plus dissimuler la crise, et les difficultés économiques de son pays ont été exposées au grand jour lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2026. Avant d'aller plus loin, si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à The Military Show. Nous expliquons tout ainsi chaque semaine. Le Forum économique international est souvent décrit comme le Davos de la Russie. C'est la période où la Russie affiche sa puissance économique devant des investisseurs et partenaires commerciaux du monde entier. Une réunion glamour de plusieurs jours rassemblant des responsables officiels, personnalités médiatiques et dirigeants d'entreprises parmi les plus en vue au monde. Mais l'édition 2026 de cet événement autrefois grandiose n'a servi qu'à montrer à quel point la Russie est tombée bas. Tout d'abord, même avant le début de l'événement, l'Ukraine a fait la une des journaux en frappant 2 sites clés à Saint-Pétersbourg même, un important terminal pétrolier et une base navale. En conséquence, des cieux enfumés et une atmosphère agitée ont accueilli les invités, alors qu'ils affluaient au centre de convention et d'exposition Expo Forum, où se tenait le Forum économique international. Peut-être que certains espéraient encore que la Russie pourrait renverser la situation, qu'elle allait dissiper leurs doutes et apaiser leurs craintes,
ou que Vladimir Poutine lui-même montrait sur scène pour révéler à quel point l'économie du pays se portait bien. Rien de tout cela ne s'est produit, cependant. Dès le début de l'événement, un responsable du Kremlin, Maxime Orekhin, a dû répondre à une question sur la poursuite de l'isolement de l'économie russe du monde occidental. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que les choses redeviennent comme avant, ni à ce que les sanctions occidentales soient levées. Il a ensuite parlé de politiques économiques agressives qui pourraient stimuler les investissements et le commerce mutuel avec des pays non occidentaux, mais le scepticisme dans toute la salle était absolument palpable. Ainsi, tandis que d'autres responsables du Kremlin tentaient de minimiser les problèmes, certains ont ouvertement admis que leur pays est en crise. Le milliardaire Roman Trotsenko, fondateur de l'entreprise russe Eon Corporation, n'a rien caché lorsqu'on l'a interrogé sur l'environnement des affaires dans le pays. Ça va mal ? Et ça va mal parce que l'ancien modèle qui a fonctionné pendant de nombreuses années ne fonctionne plus. Bien qu'il ait refusé d'admettre que cela venait de la guerre, invoquant des problèmes démographiques, Trotsenko a reconnu que le moteur s'est arrêté et doit être relancé. Alexei Mordachov, magnat de l'acier et homme le plus riche de Russie, était d'accord. Il a révélé que son entreprise, Servostal, a réduit son portefeuille d'investissement de 24% et est passé à un flux de trésorerie négatif, alors qu'elle était l'un des sidérurgistes les plus rentables au monde les années précédentes. Poutine est monté sur scène, affichant son assurance de façade habituelle, affirmant que son pays croit au rythme des grandes nations européennes et rejetant les problèmes économiques sur les responsables de l'État. Le président a exprimé sa confiance dans le fait que le mouvement en avant et vers le haut sera assuré, mais de moins en moins de personnes le croient. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Aucune quantité de propagande du Kremlin ne peut dissimuler la réalité de la vie des Russes. Chaque jour, ils sortent dans leurs villes et villages et voient de plus en plus d'entreprises locales fermées. Ils entrent dans les magasins et ont moins de choix de produits, souvent avec des prix plus élevés également. Ils entendent des histoires de la part de leurs amis, de leurs familles et de leurs voisins sur des entreprises qui échouent, où ils se promènent dans leur quartier et voient les conséquences du manque d'investissement dans les infrastructures et des projets de construction à l'arrêt. Il y a quelques années, ils auraient pu accepter ces problèmes comme un effet secondaire temporaire de l'opération militaire spéciale, espérant une amélioration rapide. Aujourd'hui, la guerre dure depuis plusieurs années, et rien ne s'améliore. En fait, tout devient nettement pire, et de nombreux signes suggèrent que la Russie n'a pas encore touché le fond. Le 15 avril par exemple, lors d'une réunion gouvernementale, Poutine s'est vanté du taux de chômage historiquement bas de la Russie, qui n'est que de 2,1%. Pour lui, c'était une bonne chose. Cela prouvait que le pays fonctionnait, puisque tant de personnes avaient un emploi. Mais l'analyse de Poutine était superficielle. Il ne voyait que le chiffre, et non la cause profonde. En réalité, le faible taux de chômage en Russie n'est pas quelque chose dont Poutine peut être fier. C'est un symptôme de la crise du travail que sa guerre a provoquée. La gouverneure de la banque centrale du pays, Elvira Nabiullina, l'a elle-même admis dès le lendemain, déclarant à la bourse de Moscou que la pénurie de main-d'œuvre était l'un des facteurs critiques qui minaient l'économie nationale. Elle a affirmé qu'avec un vivier de travailleurs aussi restreint, les entreprises doivent offrir de meilleurs salaires et avantages. Pour pouvoir réellement se permettre ces salaires plus élevés et ces avantages, elles sont obligées d'augmenter les prix de leurs biens et services, ce qui entraîne une hausse constante du coût de la vie pour la population. La Banque centrale a cherché à contrôler l'inflation en augmentant les taux d'intérêt à un niveau stupéfiant de 14,5%, mais la situation glisse rapidement vers un terrain extrêmement dangereux. Et tout cela est lié à la guerre. Plus d'1 million de Russes ont été tués ou blessés dans la guerre, dont beaucoup d'hommes en âge de travailler, qui auraient pu soutenir l'économie. Ils auraient pu créer des entreprises dans divers secteurs ou contribuer à la société autrement, comme dans la construction, l'agriculture ou la logistique. Au lieu de cela, ils ont été envoyés mourir en Ukraine, utilisés comme chair à canon pour une machine de guerre qui n'avance pas. La migration a également fortement diminué à cause de la guerre. Comme tant d'autres nations, la Russie en est venue à dépendre fortement des travailleurs migrants au fil des années. D'autant plus que sa propre population nationale est en déclin interminable depuis 1992. Elle a fait venir des millions de personnes, principalement de pays d'Asie centrale comme l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, pour renforcer la main-d'œuvre, mais plus d'1 million sont partis depuis le début de la guerre. Certains ont été contraints de rejoindre l'armée russe, d'autres ont choisi de fuir et de commencer une nouvelle vie ailleurs ou de retourner dans leur pays d'origine. Beaucoup ont aussi cherché d'autres destinations, comme la Turquie ou les États du Golfe, laissant ainsi moins de travailleurs à la Russie.
En plus de cela, alors que la guerre fait toujours rage, la Russie a désespérément intensifié ses efforts de recrutement et s'efforce d'intégrer environ 30 000 nouveaux soldats dans ses rangs militaires chaque mois. La population en âge de travailler est constamment réduite par le conflit, tandis que plus d'1 million des Russes les plus talentueux ont aussi volontairement quitté le pays pour une nouvelle vie ailleurs. Enfin, il y a le fait que l'industrie de la défense russe est devenue si vaste et influente qu'elle a absorbé les travailleurs restants, laissant de moins en moins de personnes pour occuper des rôles essentiels dans d'autres secteurs comme la santé, l'éducation et l'industrie manufacturière. Le résultat final, c'est que même si le secteur de la défense peut prospérer, toutes les autres industries russes peinent à survivre, et aucun pays ne peut se reposer uniquement sur la défense. Les gens ont besoin de routes, hôpitaux, écoles, transports publics, ainsi que de biens de consommation et de services. Ils ont besoin d'agriculteurs pour cultiver et d'entreprises de livraison pour transporter des biens essentiels, surtout dans un pays aussi vaste que la Russie. Ils ont besoin que la vie fonctionne et continue, que la guerre soit menée ou non à des centaines, voire des milliers de kilomètres d'eux. Poutine, cependant, semble avoir oublié tout cela et est désormais entièrement obsédé par la guerre, au point que plus rien d'autre ne compte. Comme l'a récemment expliqué le professeur Michael Clark, analyste militaire reconnu, lors d'une interview sur Sky News, le champ de bataille est devenu l'alpha et l'oméga pour le dirigeant russe. Toutes les preuves montrent que Poutine ne s'occupe plus du front intérieur. Comme tout chef de guerre, il est obsédé par la guerre et s'y implique trop, à l'image de Hitler. Il indique aux généraux leurs actions à suivre. Il consacre l'essentiel de son temps à la gestion de la guerre, car il la considère comme la sienne. C'est sa place dans l'histoire, pour le meilleur ou le pire. Il sera soit vu comme un grand dirigeant russe, soit comme une catastrophe pour la Russie. De plus en plus, toutes les preuves semblent indiquer la seconde de ces deux possibilités. Vladimir Poutine n'a pas seulement gâché ses chances de devenir le dirigeant emblématique qu'il croit être, il a aussi compromis les perspectives de réussite et de croissance économique de la Russie pour des années, voire des décennies. Son entêtement a permis à cette guerre de durer trop longtemps. Son imprudence a fait exploser les dépenses de défense à des niveaux intenables. Ses tactiques inefficaces et son incapacité à coordonner la campagne ont entraîné un nombre absurde de morts et de pertes. Et maintenant, malgré toutes les preuves et les signes qui lui crient d'arrêter, il s'entête, injectant encore plus d'argent dans la guerre tout en abandonnant complètement les piliers fondamentaux nécessaires au fonctionnement, à long terme de toute société moderne. Il a entraîné la Russie dans un gouffre profond et sombre sans issue. Parce que si la guerre devait se terminer demain, toutes ces industries non méritées ne vont pas soudainement renaître. La crise de la main-d'œuvre ne se résoudra pas rapidement. Moscou ne sera pas accepté aisément dans la communauté internationale. Les migrants et investisseurs n'oublieront pas ce qui s'est passé et ne se rueront pas en Russie pour reconstruire son économie. Ce sont des problèmes qui durent, ce sont des blessures qui laissent des cicatrices à vie. Ce sont des défis que même les nations les plus prospères ont du mal à surmonter, et tout cela est la faute de Poutine. Maintenant, vous pouvez en savoir plus sur les erreurs fatales du président russe dans cette vidéo. Ou, pour voir comment les forces ukrainiennes profitent de la faiblesse de leur ennemi, regardez plutôt cette vidéo. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour voir plus de contenu comme celui-ci.